Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc, j'ai répondu à une invitation du RMT Travail pour présenter un petit peu l'état d'avancement de mes recherches. Euh, donc, aujourd'hui, je vais vous parler effectivement d'écuma et face à la modification de la distribution des pluies et de voir du coup quelles ressources on peut trouver pour l'activité de travail des agriculteurs dans ces collectifs. Voilà. Donc pour introduire un petit peu mon propos, donc le secteur agricole aujourd'hui est l'un des plus impactés par les changements climatiques. Enfin, c'est le plus impacté avec le secteur forestier. Le travail, en fait, face à ces changements climatiques, il y a une diversité, on va dire, de trajectoires du travail qui peuvent aller de l'adaptation, donc la régulation, quelques modifications dans la manière de travailler pour faire face ponctuellement au changement climatique, mais il y a aussi des agriculteurs qui vont s'engager dans un processus qui est plus risqué avec une finalité incertaine qu'on nomme la transition professionnelle. Et notamment en lien avec, c'est un processus qui est bien documenté aujourd'hui en lien avec la transition agroécologique. Donc tout ça pour vous dire que depuis le milieu des années 2010, la recherche s'est centrée très fortement sur la question du travail et du rôle des collectifs dans la transition agroécologique. Mais qu'on a aujourd'hui quand même une absence de travaux sur les impacts du changement climatique sur le climat. C'est un constat qui a été dressé dans la nouvelle version du futur s'il passe RMT Travail qui s'appellera le RMT Trace. Et pour vous donner un exemple assez concret de cette absence de prise en compte du travail, il y a un nouvel ouvrage de référence qui vient de sortir sur agriculture et changement climatique, et dans lequel la question du travail n'apparaît pas du tout. Voilà. Et donc on parle CUMA aujourd'hui et les CUMA sont identifiés comme des espaces de diversité. Ce qui nous amène à nous dire que potentiellement les CUMA sont un observatoire donc, de la diversité des trajectoires du travail face au changement climatique et de se poser la question dans quelles conditions le partage des ressources en CUMA entre des entreprises qui sont donc engagées dans une diversité de trajectoires face au changement climatique reste possible en fait. Et puis surtout comment ce partage est un soutien pour le travail qui est impacté. Face à ce questionnement, la Fédération régionale des CUMA d'Auvergne-Rhône-Alpes s'est associée à l'Université Lyon 2 et à l'UMR 5600 dans le cadre d'une thèse financée par le dispositif CIFRE et une thèse en ergonomie donc, que je mène depuis janvier 2023 et qui se termine en décembre 2026. Donc on est à peu près à mi-parcours. Comme je ne savais pas trop qui était le public présent aujourd'hui, je me suis permis de faire avant d'aller plus loin dans le propos, je me suis permis de faire une petite parenthèse par rapport à l'ergonomie. Je pense qu'on va faire ça de manière assez rapide. Donc l'ergonomie, c'est une discipline qui est construite autour d'un objet et c'est le travail. C'est un peu le même fonctionnement que les studies anglo-saxons. C'est une démarche qui est inductive et non pas hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on part du terrain, du travail, et on tire les hypothèses des observations de terrain. Voilà. C'est une discipline qui s'appuie très fortement sur la distinction entre travail prescrit et travail réel. Donc le travail prescrit, les fiches de poste, le prescrit, les financeurs, etc. Et le travail réel, c'est l'activité telle qu'on la mène, le travail concrètement tel qu'il est réalisé par les gens au quotidien. Donc l'ergonomie francophone, elle est principalement centrée sur l'analyse de l'activité, ce qui nous différencie un peu de l'ergonomie anglo-saxonne qui est plutôt sur les human factors. Et puis, c'est une discipline qui peut travailler à différentes échelles au cours de l'histoire. De son histoire, il y a eu d'abord le poste de travail, on va jusqu'au territoire et en passant par l'entreprise. Donc la question de l'échelle territoriale, elle est très en travail aujourd'hui dans la discipline.
Et puis c'est une recherche qui se veut finalisée, donc il y a une volonté de transformation, une visée transformatrice de la recherche. Donc dans cette discipline qui est l'ergonomie, aujourd'hui on identifie plusieurs écoles. Je voulais juste vous faire un point rapide sur ce qu'on pourrait identifier comme l'école de l'ergonomie telle qu'elle est enseignée, en tout cas à Lyon 2. C'est du coup une ergonomie qui souhaite vraiment être contributrice, donc comme je vous disais, c'est une recherche qui est finalisée et qui souhaite agir sur les défis écologiques et sociétaux. Donc dans cette perspective, elle travaille à différentes échelles, elle vient re-questionner les dimensions normatives, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire par exemple d'être en santé. Et du coup, ça nécessite aussi de revoir les démarches, les méthodes et les processus de l'ergonomie. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est que à Lyon 2, il y a un postulat qui est très fort aujourd'hui et qui est défendu par l'équipe, qui est de dire que les transitions, quelles qu'elles soient, ne se feront pas si on ne prend pas en compte l'activité de travail et c'est-à-dire le point de vue des protagonistes, des personnes qui font le travail. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée quand il y a eu les dernières mobilisations d'agriculteurs où il y avait dans les médias quand même beaucoup de panneaux sur les tracteurs en disant mais laissez-nous travailler. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est porté par l'équipe. Après cette courte parenthèse un peu ergonomique, je reviens donc sur notre question. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc cette question des conditions du partage des ressources en CUMA, comment elle est possible et qu'est-ce qu'elle apporte au travail. Pour répondre à cette question, dans un premier temps, il a fallu que je m'intéresse, que je réduise finalement, parce que c'est un sujet qui est très vaste, et pour le rendre saisissable, traitable, et puis d'autant plus en 3 ans de thèse, j'ai souhaité découper cet objet-là, et pour le découper de manière, on pourrait dire, c'est pas objectif, mais en tout cas j'ai voulu utiliser quelque chose, un outil, un dispositif qui est reconnu par les pouvoirs publics. Donc c'est le régime des calamités agricoles qui servait jusqu'à récemment à indemniser en fait les agriculteurs quand il y avait des calamités agricoles. Donc je me suis posé la question de savoir finalement en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est le territoire de mon employeur, quelle est la calamité la plus récurrente. Donc en faisant des recherches sur les sites des différentes DDT de la région, je me suis rendu compte que la calamité agricole la plus récurrente, c'était la sécheresse sur prairie. Une fois ce constat établi, je me suis posé la question de savoir, parce que Auvergne-Rhône-Alpes, c'est très vaste, avec une diversité d'agriculture, et finalement, où est-ce que cette calamité était la plus récurrente. Donc il s'est avéré que c'était dans les monts du Lyonnais, qui est un territoire à proximité de Lyon, entre Lyon et Saint-Étienne. Et en fait, je me suis appuyée sur le découpage de l'INSEE en régions agricoles. Donc, vous voyez surligné la région 445 et 194. Donc, c'est des régions qui servent en fait à faire des statistiques. Aujourd'hui, elles regroupent 147 communes entre Rhône et Loire. Il y en a peut-être une en moins parce que les communes ont tendance à fusionner ces derniers mois. Oui, il y en a une en moins forcément. Voilà, donc c'est un territoire à dominante élevage et polyculture élevage sur lesquels on compte un peu 88 CUMA. Sur lequel un agriculteur sur 2 est aujourd'hui en CUMA. Et pour vous donner une idée de la proportion en fait de cette calamité sur ce territoire-là, par exemple en 2018, sur ce territoire, 68% des communes ont été reconnues en sécheresse sur prairie. En 2020 et en 2022, c'est 100% des communes qui ont été reconnues en calamité sécheresse sur prairie avec un taux de perte allant jusqu'à 47%. Voilà. Donc, on a notre grande question, on a notre territoire de recherche. Comme on est sur une discipline qui a une démarche inductive, à ce moment-là, il fallait que j'aille voir le travail, ce qui se passait du coup sur ce territoire et comment se posaient, quelles étaient les problématiques qui étaient rencontrées par les collectifs en lien avec le changement climatique. Voilà. Donc, ce que je vais vous rapporter dans la suite de mon propos, il y aura 3 points. Un premier point qui est un retour en fait des observations exploratoires et participantes que j'ai pu faire durant le printemps 2024. Donc, qui a permis de voir un petit peu, de faire un constat de la situation. Et en partant de ces observations exploratoires,
Aujourd'hui, j'ai pu tirer des ficelles que je suis en train d'essayer de démêler. Donc je vais vous présenter une première ficelle qui est finalement cette question de se dire il y a de l'entraide agricole, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi une organisation en banque de travail. Et finalement, ces organisations du partage, quelles sont les différentes ressources qu'elles procurent pour le travail. Et puis, il y a aussi une autre seconde ficelle qu'on verra très rapidement apparaître, c'est que aujourd'hui, les CUMA sont très souvent pensés et accompagnés et soutenus aussi financièrement CUMA par CUMA, alors que dans les observations, je me suis rendu compte que dans le réel de l'activité des agriculteurs, les CUMA fonctionnent les unes avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est la seconde ficelle. Ça fera 3 points. Donc premier point, contexte météorologique défavorable à la récolte de l'herbe, des transformations et des ressources pour le travail. Donc les observations exploratoires et participantes, j'ai pu passer 4 jours avec 2 CUMA. J'ai observé 2 situations de travail différentes. J'y suis allée à l'occasion de la première fauche de l'herbe au printemps 2024. Et sur un territoire qui est très proche de la commune de Lyon. Donc si vous voyez là sur le côté, vous avez Lyon. Et donc les CUMA que je suis allée voir travaillent sur ce secteur-là. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, le réseau des transports en commun de Lyon se rend jusqu'à ces points-là. Donc il y a vraiment une forte pression urbaine. J'ai marqué Séchoir-en-Grange parce que à l'origine, si je suis allée voir ces CUMA, enfin d'ailleurs je pensais aller en voir qu'une à l'origine, c'est qu'il y a un projet qui a été mené et qui aujourd'hui fonctionne de Séchoir-en-Grange collectif, donc c'est le deuxième à l'échelle nationale, qui a été construit par la CUMA de Pau-Lyonnais. Et l'idée, c'est que je voulais aller voir comment fonctionnait la récolte de l'herbe pour alimenter et faire fonctionner ce séchoir en grange collectif. Donc quand je me suis rendue sur le terrain, il s'est avéré qu'on se situait sur le 4e printemps le plus pluvieux depuis 1900. Ça m'a posé des questions aussi, puisque comme je vous le rappelle, la calamité agricole qui m'a permis de découper mon objet de recherche, c'était la sécheresse. Il s'est avéré que le réel du travail s'est exprimé. Donc en fait, c'était le 4e printemps le plus pluvieux, avec un excédent d'eau en aura allant jusqu'à 47%, un jour de pluie tous les 2,5 jours, un sol très humide, et c'est surtout que lorsque j'ai pu faire mes observations, je me suis retrouvée sur une fenêtre de 4 jours entre 2 épisodes pluvieux. Donc il n'avait pas le choix, en fait, il savait que la pluie allait reprendre avec pas de visibilité sur quand elle allait s'arrêter. Donc ils ont décidé, malgré l'humidité, d'y aller. Voilà. Je fais attention à l'heure. Donc très brièvement, pendant ces observations, j'ai pu me situer sur 2 postes. Donc un premier poste qui était le poste de conduite du tracteur de la CUMA de Pau-Lyonnais. Donc c'était la CUMA que j'étais venue voir. Mais très rapidement, comme je vous disais, j'ai pu constater que c'était pas si simple que ça. Je suis pas venue voir qu'une CUMA, puisqu'en fait, à l'arrière de la CUMA était mené l'endaineur à tapis de la CUMA des Vallées. Donc c'est le premier poste que j'ai pu observer. Et le second poste, donc c'était un poste de conduite du second tracteur, de la CUMA de Pau-Lyonnais encore une fois, et là qui menait l'autochargeuse. Donc l'autochargeuse, c'est un investissement qui a été fait c'est un détail qui est important, c'est que c'est un investissement qui a été fait au moment de la construction du séchoir en grange et qui était destiné à fabriquer du foin, enfin à produire du foin. Donc pendant ces observations, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une temporalité de l'activité de travail qui a été modifiée, avec notamment une importante intensification du rythme de travail. Donc comme je vous disais, des fenêtres de plus en plus courtes pour intervenir sur une surface équivalente à récolter.
avec donc la réservation du matériel qui s'est, comment dire, tout le monde en fait a voulu réserver le matériel au même endroit et puis tant qu'à faire le matériel le plus performant. Donc par exemple l'endaineur à tapis qui initialement était prévu pour faire de l'ensilage, pour le foin du séchoir en grange, ils aiment bien aussi l'utiliser parce qu'il est hyper efficace. Bah là en fait c'était pas possible parce que tout le monde récoltait en même temps et que du coup c'était priorité à l'ensilage. Voilà. Donc ce qui a fait qu'ils voulaient quand même gagner du temps en utilisant ce matériel. Donc une augmentation des créneaux de travail avec des personnes qui ont travaillé jusqu'à, j'ai marqué minuit, mais bien plus que minuit et tard dans la nuit, comme c'est souvent le cas pendant les pics de l'activité agricole, et puis des agriculteurs voilà, qui prennent pas de pause, qui mangent dans le tracteur, etc. Et puis donc, comme je vous disais, des fenêtres courtes, tout le monde veut réserver en même temps, et puis en plus de ça, le chantier est ralenti de par les conditions, avec notamment, comme vous pouvez le voir sur la photo, le tapis de l'endaineur qui bourre régulièrement, il faut enlever l'herbe, tirer, c'est hyper dangereux parce qu'il y a les griffes qui sortent. Il faut monter et descendre très régulièrement du tracteur, donc c'est encore des risques de chute. Et puis il y a des risques d'embourbement car les sols étaient vraiment très très humides, avec des conséquences lourdes pour les récoltes sur plusieurs années. Quand on s'embourbe, ça laisse des traces et c'est catastrophique pour les récoltes futures. Voilà. Donc ça, c'est un peu le tableau des modifications, enfin de l'impact que j'ai pu voir sur ces observations. J'ai fait un petit peu un focus sur une des problématiques qui s'est présentée, c'est qu'en fait, comme il a beaucoup plu et que les terrains étaient très humides, et en plus de ça, il pleuviotait quand même très régulièrement tout au long de la semaine, ce qui fait que l'herbe était trop humide et elle n'a jamais pu descendre en dessous d'un taux d'humidité de 70%, qui est le taux auquel il rentre l'herbe dans le séchoir. Parce que sinon, ça coûte trop cher en énergie pour la désu, ça tire sur l'électricité. C'est pas du tout rentable ni efficient de faire rentrer de l'herbe qui a un taux d'humidité supérieur. Donc là, ils étaient confrontés à une première fauche, avec une programmation. Il y avait toute une partie des adhérents, ils sont 11 adhérents sur ce bâtiment, qui avaient prévu de rentrer la majorité de sa production de sa première fauche au bâtiment. Sauf que l'herbe est trop haute, ils ne peuvent pas attendre plus, ils décident d'y aller, ils coupent, ils font tomber l'herbe. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette herbe? Et là, j'ai vraiment senti des gros enjeux au niveau du choix du mode de conservation de l'herbe, car cette première fauche, alors moi je découvre, je suis ergonome, je ne suis pas agronome, mais en fait cette première fauche, elle est essentielle pour les agriculteurs. C'est une herbe qui est de qualité, qui est riche, qui est très belle. Et du coup, ils estiment qu'à ce moment-là, ils jouent leur année. C'est-à-dire que financièrement, s'ils n'arrivent pas à produire suffisamment d'alimentation pour leurs bêtes, ils vont devoir acheter, ce qui impacte directement leurs revenus et leur modèle économique. Donc, une grosse pression sur ce choix du mode de conservation. Donc, il y a un des agriculteurs qui a quand même décidé de faire rentrer l'herbe dans le séchoir. Sinon, les bio sont passés à l'enrubanné. Ils ont demandé à une entreprise de travaux agricoles de venir. Et puis sinon, ceux qui n'étaient pas en bio ont décidé de basculer sur de l'ensilage. Sauf que, comme je vous disais, tout le monde a fait tomber au même moment. Sur le territoire, il y a énormément d'agriculteurs qui sont adhérents de la CUMA des vallées et de l'ensileuse. Et en fait, les créneaux de l'ensileuse, ils étaient déjà bloqués. Donc, on a des agriculteurs qui se retrouvent en position d'avoir fait tomber leur herbe, qui est trop humide et qui ne peut pas aller dans le séchoir. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que l'autochargeuse qui initialement était destinée à la récolte du foin, ils ont décidé de l'utiliser pour faire de l'ensilage, en acceptant le fait qu'ils n'avaient pas le temps de changer les couteaux en fait pour couper l'herbe, ce qui fait qu'ils ont accepté d'être un peu en mode dégradé,
puisque l'herbe n'était pas coupée assez finement en théorie pour faire de l'ensilage. Au final, j'ai appris qu'ils étaient très satisfaits et qu'ils s'en sont bien sortis sur la qualité de l'ensilage. Mais en tout cas, ils se sont adaptés, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient pour produire l'herbe dont ils avaient besoin pour nourrir leurs bêtes l'année venant. Tout ça pour vous dire que cet exemple-là nous montre bien que l'ACUMA offre des ressources matérielles, donc des marges de manœuvre pour le travail, pour s'adapter, pour augmenter, j'aime pas forcément ce terme parce qu'il a été galvaudé, mais finalement développer une forme d'agilité face à la réalité, aux aléas climatiques et au contexte météorologique. Voilà. Mais ces marges de manœuvre, elles sont accessibles seulement parce qu'il y a en parallèle de ça un énorme travail d'organisation qui est réalisé notamment par les chauffeurs. Donc là, il y a vraiment ce qu'on identifie comme une ressource immatérielle, c'est-à-dire il y a une compétence organisationnelle à jouer entre l'herbe elle est séchée ici, là faut aller en déné, donc on va aller sur telle exploitation, j'appelle machin, et je sais que là avant d'aller à la traite, il va pouvoir aller chez un tel, voilà. Donc il y a une vraie compétence d'organisation qui permet de faire que ces ressources matérielles, elles offrent des marges de manœuvre pour le travail. Voilà. Je vais accélérer. Donc, ces ressources immatérielles dont je vous parlais, elles semblent essentielles. Et de mon point de vue, et je pense pour les personnes pour la majorité présentes aujourd'hui, sont dans le milieu agricole, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros enjeu sur la question du renouvellement des actifs et du coup de la transmission. Donc, la question de ces ressources immatérielles, elles interrogent finalement les processus de transmission et d'intégration au sein des collectifs. Puisque ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, au-delà du matériel, il y a vraiment des mises en commun des compétences de conduite, mais aussi des compétences d'entretien du matériel, du travail d'organisation, ce qui a pu permettre de souligner l'exemple du séchoir, et de prise de décision aussi. Ce que j'ai pu voir, c'est que il y a eu beaucoup d'échanges sur finalement est-ce que je fais tomber mon herbe ou pas. Voilà, des personnes qui étaient moins sûres de savoir si c'était le moment ou pas, ils discutent et collectivement, ils prennent une décision. Ils y vont ensemble, alors que ce sont des entreprises, des structures qui sont indépendantes les unes des autres. Et il y a aussi un autre rapport qui est, on n'a pas tous le même rapport au risque. Et je ne l'ai pas rajouté sur cette diapo, mais il y a aussi finalement cette compétence de prendre des risques et de rassurer les autres membres du collectif en disant ça va le faire, on va y arriver. Donc ces ressources immatérielles aussi, ce que ça m'a posé comme question, c'est que j'ai pu observer qu'il y avait des liens interpersonnels très forts, notamment des agriculteurs qui se fréquentent et qui se connaissent, qui sont peut-être, qui s'approchent très largement de la cinquantaine, mais qui étaient à l'école maternelle ensemble. Et puis aussi, il y a ce système pour ceux qui sont de la région des conscrits, donc ils se connaissent tous plus ou moins grâce aux conscrits, etc. Moi, ça m'a posé la question, encore une fois, dans ce contexte de renouvellement, comment on arrive à retrouver cette agilité, cette organisation dans un contexte qui, du coup, est porteuse d'implicite et nécessite aussi un niveau de confiance très fort sur la manière de faire le travail, sur le fait de se confier le travail sur les parcelles des uns et des autres. Comment ça va se passer quand il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver sur le territoire, parce que ça va arriver de toute manière, et comment on fait du coup pour maintenir ce travail collectif et ces ressources qui permettent de faire face au changement climatique dans un contexte de diversification des profils. Et ce qui m'amène à me dire que potentiellement l'ACUMA et le fait de prendre des parts sociales sur du matériel en CUMA, ça peut, pour des personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole, être une porte d'entrée vers les systèmes d'entraide, entraide agricole, entraide paysanne. Voilà. Donc là, ça me permet d'arriver sur la première ficelle que je souhaite tirer dans la suite de ma recherche.
Donc notamment sur les questions d'entraide agricole. Qu'est-ce que cette entraide agricole et surtout j'ai vu qu'elle fonctionnait sur énormément d'implicites. Alors je vous disais, hein, j'ai fait une observation participante, donc étant moi-même issue, étant une urbaine pur jus, j'ai fait des bêtises parce qu'en fait j'avais pas compris ce qu'on me demandait. Donc je me suis dit potentiellement il y a des choses, dans la transmission, il y a des implicites, des choses qui sont sues, et moi je suis passée à côté. Donc comment ça se passe quand on intègre un collectif de travail? Et du coup, donc ça nous amène à cette question finalement de quelle organisation du partage des ressources pour le travail. Je vous ai mis rapidement un extrait du Code rural de la pêche et de la pêche pour rappeler que l'entraide, c'est quelque chose qui est réglementé, donc qui est reconnu au point de vue légal. C'est un système qui doit rester gratuit. Je passe rapidement. Mais au-delà de cette définition réglementaire et légale de l'entraide, Éric Sabourin, notamment dans un texte de 2011, est revenu et a documenté un petit peu ces questions-là. Et l'entraide agricole, elle ne repose pas exclusivement sur un système d'échange avec du don et contre-don. C'est aussi quelque chose qui relève de la réciprocité, qui relève plus de la relation, en fait, de l'entretien d'une relation et de sa reproduction. Voilà. Plus que de l'échange de services, mais c'est vraiment la mise en place d'une relation. Donc toujours dans mes préoccupations et de me dire qu'est-ce qui va se passer en fait pour ces collectifs qui vont se renouveler, être dans une diversité quand la relation n'est pas établie. Voilà. Donc l'hypothèse sur laquelle je travaille actuellement, c'est de dire que dans un contexte de diversification des profils agricoles et de renouvellement des actifs, la banque de travail, en formalisant l'entraide agricole, peut permettre d'œuvrer ensemble et d'accéder à des ressources matérielles et immatérielles, des CUMA, pour soutenir l'activité qui est impactée par les chocs écologiques. Donc, historiquement, la banque de travail, c'est quelque chose qui apparaît, en tout cas d'après les travaux de Véronique Lucas, dans les années 70, qui est lié à un phénomène de rejet de l'entraide informelle et des pratiques communautaires, avec une volonté de mettre en place des modes organisationnels issus de l'organisation scientifique du travail, avec un objectif qui est de comptabiliser les échanges et du matériel entre agriculteurs. Je fais une parenthèse, c'est que du coup, historiquement, la banque de travail, c'est quand même quelque chose qui est identifié comme un système comptable un peu froid, qui enlève justement tout cet intérêt de la réciprocité, de la relation. Il y a des pour et il y a des contre. Enfin, dans le secteur, là, quand je discute avec les gens, je me rends compte que la question de banque de travail ou entraide, c'est pas une question qui est anodine. Et on va dire qu'il y a des pro banque de travail, des pro entraide, avec des arguments chacun. Et là, l'idée, c'est un peu de comprendre finalement, sans préjuger que l'un est mieux que l'autre, c'est surtout de savoir quelle organisation correspond le mieux au territoire sur lequel on se situe et dans un contexte, encore une fois, de renouvellement. C'est là où change la donne. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont me dire oui, mais de toute façon, à partir du moment où on commence à compter, ça casse le truc. Oui, mais quand les gens ne sont pas en connaissance des équivalences implicites, eh ben peut-être que ça peut être une première étape pour justement élaborer, mettre en place la relation. Je regarde juste. Ah, mais il me reste 45 secondes. Donc très rapidement. C'est pas grave, Blandine. D'accord. Donc un exemple voilà, de banque de travail avec un comptage de points.
Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que sur le territoire qui nous intéresse, il y a des collectifs qui avancent sur ces questions de banque de travail et qui font du lien avec les questions d'adaptation et de transition agroécologique, notamment le GIE2E de Saint-Bonnet-le-Château, qui a mis en place une banque du travail pour optimiser la récolte fourragère. Donc eux, ils ont un ressenti très positif de la mise en place de cette banque de travail avec le sentiment d'avoir un soulagement psychologique. Ils osent plus demander, demander de l'aide en fait. Et puis, ça leur permet donc d'avoir une meilleure gestion des pics d'activité dans un contexte de diminution de la main-d'œuvre. Et puis, ça a aussi permis de développer des pratiques d'entraide, d'enrichir finalement des choses préexistantes avec de nouvelles opportunités. Et un autre exemple d'un GI2E qui se pose aussi des questions de la mise en place d'une banque de travail. Là, cette fois-ci, en lien avec l'idée qu'une meilleure organisation collective pourrait aider à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Et là, c'est un peu plus compliqué, avec des questions de l'animatrice qui les accompagne, de se dire finalement, est-ce que c'est pas aussi parce que dans la banque de travail, ils mettent du matériel qui leur appartiennent, alors qu'il y a certaines CUMA où c'est le matériel de la CUMA. Par ailleurs, il y a dans ce collectif-là des pratiques d'entraide agricole qui sont maintenues entre certains membres de la banque. Donc, est-ce que finalement, ça peut être des systèmes, faut trouver comment les lier. Et puis, il y a aussi une crainte sur la charge d'avoir un travail supplémentaire de gestion, de comptabilité. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer deux exemples concrets de banques de travail et des questionnements autour de ces banques de travail. Voilà, ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc suite à ces constats, la prochaine étape dans cette ficelle, c'est que j'ai programmé une série d'entretiens cet hiver pour justement mettre en récit et mieux comprendre les processus d'intégration au collectif de travail, avec d'un côté documenter donc sur les collectifs par exemple que je vous ai indiqués, qui sont GDE et qui fonctionnent en banque de travail, comment le processus d'intégration des nouveaux membres a pu se faire dans ces collectifs-là, et puis avec d'autres exemples, donc c'était implicite. On parle d'implicite depuis tout à l'heure, mais c'était implicite. La CUMA de Pau-Lyonnais et des Vallées dont je vous ai parlé au début, ils sont en système d'entraide agricole. Voilà. Donc finalement, voilà, comment on s'intègre, c'est quoi d'obtenir des récits pour documenter le processus d'intégration. Et puis de mieux comprendre aussi comment les deux modèles d'organisation répondent à l'enjeu du maintien, du partage des ressources, et puis du coup, avec toujours cette finalité de soutenir le travail agricole. J'ai remis là sans prévalence d'un modèle sur l'autre parce que c'est quand même très fort. Moi, quand je discute avec des personnes sur ces sujets-là, il y a vraiment toujours de dire ça c'est mieux ou ça c'est mieux. Non, c'est en fait en fonction on est sur des expériences qui sont situées en fonction des besoins, des histoires de chacun des territoires. Il y a des modèles qui sont adaptés aux uns et aux autres. Et c'est pas c'est pas mieux ou moins bien, voilà. Donc très rapidement, un dernier point, je l'ai déjà évoqué avec vous, finalement, j'étais allée voir une CUMA, la CUMA de Pau-Lyonnais, j'étais allée voir un chantier, le chantier de récolte de l'herbe à destination du séchoir. Et la réalité du travail s'est exprimée, c'est qu'en fait, je n'ai pas vu une CUMA, mais j'en ai vu deux, voire même, je pense, trois. Et au niveau des chantiers de récolte, en fait, j'en ai pas vu un, mais j'en ai vu trois, mais peut-être que c'est qu'un chantier mené par plusieurs CUMA. Donc, ce qui m'amène à poser la question, finalement, on se rend compte que quand on situe du point de vue du travail des agriculteurs, en fait, dans leur stratégie de travail, ils mobilisent plusieurs CUMA, voilà, d'un même secteur. Donc là, je vais aller très vite parce que je suis en retard. Donc oui, ce que je vous disais, des interdépendances très fortes entre ces deux CUMA. Pourquoi? Et quelles sont les conditions de cette mise en commun? Et puis surtout, ce qui m'a interpellée, c'est que quand je suis allée sur le territoire, on m'avait prévenu, tu verras, ce sont deux CUMA qui sont très différentes. Et au final, elles sont étroitement liées. Donc, pourquoi elles sont identifiées comme différentes? Ça, c'est des questions en suspens. Vous pourrez me dire, oui, c'est très bien, ton histoire, il mobilise plusieurs CUMA, et alors? Bah, il me semble que ça pose quand même des questions qui sont pas négligeables.
notamment au niveau des modalités d'accompagnement des collectifs. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, les CUMA, par exemple, il y a un service de conseil stratégique qui s'appelle le DINA, et une CUMA a droit à un conseil stratégique. Donc tout est pensé en, voilà, c'est CUMA par CUMA. Sauf qu'aujourd'hui, dans le réel, les CUMA fonctionnent ensemble. Et pourquoi pas, en fait, un DINA thématique qui permettrait d'accompagner 2 ou 3 CUMA du secteur de manière officielle. Il y a aussi une question par rapport aux accompagnants, puisqu'aujourd'hui on est dans un contexte où il y a des changements d'équipe qui sont assez réguliers, et finalement ces fonctionnements entre CUMA, c'est des connaissances que les animateurs, accompagnateurs de collectifs ont, mais quand ils partent, ce ne sont pas des choses qui sont transmises. Du coup, voilà, comment on recrée, comment on peut transmettre pour gagner en qualité d'accompagnement. Et puis voilà, essayer de comprendre les stratégies de travail derrière ces associations. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais en fait, sauf si vous me posez la question. Mais derrière, par exemple, pour le tracteur de Pau Lyonnais qui tracte l'endaineur de la Cuma des Vallées, derrière, il y a une vraie stratégie. C'est pas un hasard. Donc, mieux comprendre quelles sont les stratégies de travail derrière ces associations. Et puis de donc différencier les CUMA les unes par rapport aux autres, parce que ce qui semble apparaître, c'est qu'il y a les CUMA n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Il y a des petites CUMA de coin avec du matériel qu'on utilise souvent, donc on ne peut pas aller chercher trop loin. Avec peu d'adhérents du coup, mais parce que c'est que les adhérents du coin, c'est pas mieux, c'est pas moins, voilà, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est comme ça. Elles répondent à un petit de besoin. Et à côté de ça, dans un secteur, on peut avoir une très grosse CUMA qui réunit beaucoup d'adhérents, qui sont en fait les adhérents des petites CUMA du secteur, pour du matériel plus coûteux, qui nécessite des engagements importants. Là, j'ai parlé de CUMA Soleil parce qu'aujourd'hui, dans ma réflexion, c'est un peu comme ça que je le visualise, mais c'est des CUMA qui permettent, dans le cadre des changements climatiques et du changement de pratique, de prendre des risques parce qu'ils sont plus nombreux. Donc, ils peuvent prendre des risques en investissant dans du matériel dont la finalité et la mise en œuvre est incertaine, qui peuvent se permettre de se tromper. En fait, c'est des CUMA qui peuvent permettre de se tromper parce qu'ils sont assez nombreux. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je travaille à partir des données du logiciel MyCuma Infinity, donc, qui intègre notamment la facturation, les systèmes de facturation dans les CUMA. J'ai extrait des données et je travaille aujourd'hui avec un ingénieur en identité numérique qui est en fait mon petit frère que je mets à contribution pour essayer justement de visualiser, d'avoir une méthode en fait à partir de la facturation des CUMA qui permette de rendre visible des constellations de CUMA, des CUMA qui fonctionneraient ensemble. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran, ça ne sera pas le rendu final, mais c'était pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça peut rendre visuellement. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que à mi-parcours de thèse, ce que je peux constater, c'est que chercher à soutenir le travail face au changement climatique, ça amène à intégrer une grande diversité d'enjeux, comme le renouvellement des actifs, la diversification des profils, comme j'ai pu l'évoquer, mais aussi, là, j'en ai pas parlé, il y a la question du revenu, que je vais un peu plus creuser dans les mois à venir. Et puis, c'est surtout que c'est un sujet qui est donc complexe. Ça nécessite d'avoir une approche systémique, multiscalaire, c'est-à-dire à plusieurs échelles. Là, je vous ai parlé du poste de travail avec les tracteurs, du territoire, des différentes relations entre les CUMA. On pourrait aller plus loin en parlant des COMCOM qui accompagnent, etc. Donc, ça nécessite effectivement d'avoir plusieurs échelles pour attraper ce sujet-là, d'avoir une voire une transdisciplinarité. Et puis surtout, de ce que je constate sur le terrain aujourd'hui, ce qui est effectif, c'est qu'il y a des coopérations inter-OPA, voilà, inter-organismes agricoles, pour accompagner ces collectifs. Et puis voilà, rendez-vous en fin de thèse en décembre 2026, si je tiens mon calendrier bien sûr. Et je tenais quand même juste un petit mot de la fin, remercier tous les agriculteurs, les agricultrices qui me soutiennent et qui contribuent à ce travail, et puis aussi les nombreux salariés de la fédération, enfin des fédérations de CUMA, toute échelle confondue encore une fois, qui me soutiennent
et puis l'équipe avec qui je travaille à Lyon 2, notamment mon directeur de thèse, Pascal Béguin. Et puis merci au RMT pour son invitation et surtout, je tenais à souligner que c'est un espace, moi, qui, depuis le démarrage de ma thèse, m'a permis de mieux comprendre les enjeux en dehors de ma discipline ergonomie, mais que la question du travail, est, comme je le disais en conclusion, c'est une question qui est transdisciplinaire. Il faut qu'on travaille en bonne intelligence à plusieurs pour avancer sur ces sujets-là. Et moi, depuis le début de la thèse, c'est un espace qui me sert à ça. Donc, j'en profite pour remercier Sophie et puis Carole qui me soutiennent beaucoup dans ma thèse. Voilà. Merci Blandine. Alors, qui a envie de lancer la première question? Ou est-ce qu'on demande donc des remerciements? Mais est-ce que quelqu'un veut poser une question? On n'est pas très nombreux, donc si vous avez envie de poser votre question, surtout n'hésitez pas à ouvrir votre caméra et votre micro et à l'adresser directement à Blandine. Et pendant que vous réfléchissez, du coup, Blandine, je saisis la perche que tu nous as donnée. Mais qu'est-ce qu'il y a donc avec ce tracteur de l'Acuma de Poliané? De Pau-Lyonnais. De Polionnais. Alors, Bah, alors, du coup, la CUMA de Pau-Lyonnais, donc c'est une CUMA où c'est pas une grosse CUMA, il y a maximum une vingtaine d'adhérents. Mais par contre, ils ont quand même 2 tracteurs. Et à côté de ça, la majorité des adhérents ont leur tracteur. Mais il y a quelques adhérents qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de s'acheter des tracteurs puissants pour atteler le matériel de la CUMA. Donc c'est pour ça que la CUMA a décidé de collectivement acheter des tracteurs assez puissants. Sauf que comme ils sont peu nombreux, eh ben, ils ne pourraient pas faire assez d'heures, en fait, parce qu'il faut faire, voilà, c'est des heures pour rentabiliser l'achat, l'investissement. Ils ne pourraient pas faire assez d'heures, eux, pour, pour rentabiliser ces tracteurs. Donc, c'est pour ça qu'ils attellent le matériel de la CUMA des Valais, qui est, elle, une très grosse CUMA du secteur, avec les chantiers d'ensilage qui, du coup, permettent de faire beaucoup d'heures et permettent de financer donc ces tracteurs collectivement pour soutenir les quelques exploitations du secteur qui n'ont pas les moyens d'investir dans des tracteurs assez puissants, en fait. Voilà. Et Claire, vous avez une question, allez-y, ouvrez votre micro. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? On vous entend Oui. très bien. Je me demandais, Blandine, si dans une des climats où tu vas souvent, t'as vu justement des entrées, enfin, pendant la période où t'es, des entrées de nouveaux associés de la CUMA qui sont pas issus du milieu agricole, et justement si t'as pu, parce que là tu vas reconstituer en faisant la mise en récit cet hiver, mais est-ce que t'as pu vraiment observer des moments où il y a des personnes qui entrent, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Du coup, pour les processus d'entrée, j'ai pu voir 2 types aujourd'hui seulement. C'est des personnes qui s'installent dans des exploitations qui étaient déjà des endocumas, donc forcément ça glisse plutôt pas mal. Il y a un autre profil aussi que j'ai découvert, ce sont des personnes alors issues du milieu rural, mais dont les parents n'étaient pas fumistes et qui du coup, eux, décident d'intégrer la dynamique collective. Donc là, il y a quand même un processus d'intégration. Après, pour les autres profils, aujourd'hui, j'en ai pas visibilité. C'est pour ça que je vais encore une fois essayer de passer par, enfin c'est pas que je vais essayer, je vais passer par le logiciel de facturation pour identifier les personnes qui sont des nouvelles personnes, qui ont des nouveaux numéros de facturation. Et puis là, je vais faire du phoning en fait. Hein. Je vais appeler et je vais essayer de trouver en fait ces profils-là. Je sais qu'il en existe dans d'autres départements. J'ai des exemples. Mais là aujourd'hui, comme je fonctionne pour l'instant sur du bouche à oreille et que j'ai pas été très fouillée dans les données, j'ai peu de visibilité sur les profils autres. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Non? Alors, pourquoi Soleil? C'est Kuma Soleil. Et après, on passera la parole à Adriane. Ah, parce qu'il y a,
Pour moi, c'est l'effet de rayonnement, en fait. C'est que je les vois, c'est un peu aussi mon schéma mental. Et puis, tu sais, avec le jeu là, des cartes que j'ai pu montrer là tout à l'heure, c'est que finalement, tu as des kumas qui vont ressortir très grosses, parce que vu qu'on a fait une modélisation où elles sont plus ou moins grosses en fonction du nombre d'adhérents, donc ça fait des grosses, tu vois, comme le soleil, et puis on voit elles rayonnent en fait sur plein de secteurs. Donc c'est pour ça, mais après, c'est à travailler tout ça. Donc, Adriane, je vous en prie, vous pouvez adresser votre question. Oui, merci. Mais du coup, c'était un peu la question liée. C'était j'avais jamais entendu le terme de ingénieur en identité numérique. Donc, j'aimerais bien comprendre un peu à quoi ça correspond et ensuite comment tu arrives à faire le lien entre les CUMA qui vont travailler ensemble et qu'est-ce que t'espères aboutir avec toutes ces grands soleils, cette constellation au final. Alors, ingénieur en identité numérique, en fait, je pense que j'aurais jamais su si ça n'avait pas été mon frère. C'est qu'assez régulièrement, on est un peu passionné par nos jobs respectifs, donc c'est un de nos sujets de conversation. Et en fait, quand je lui expliquais ce que je cherchais à faire et que j'étais en train d'extraire des données, etc., de facturation, des noms de GAEC, voilà, tout ça, enfin avec des codes postaux, parce qu'au final, je localise aussi les exploitations. Et il me dit, bah en fait, moi, c'est ce que je fais au travail tous les jours, quoi. Donc voilà. Il fait ça pour des écoles d'enseignement supérieur qui gèrent les identités des étudiants, en fait, voilà, pour le détail. Donc c'est ça, et ça me sert à créer, c'est parce que je serais incapable Là, il m'a donné des tips pour trier mes données, me dire là, tes doublons, faut que tu les traites comme ça, etc. Enfin, moi, il me drive bien là-dessus. Et donc, ce que je cherche à faire, c'est déjà d'avoir un système qui permette, comme je disais, parce que, en fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'aujourd'hui, les CUMA, moi, j'avais le point de vue en tant que salarié moi-même de la structure, j'avais un point de vue de me dire, ok, le changement d'équipe, c'est perturbant pour les salariés, dans les fédérations, etc. Mais là, d'aller sur le terrain et d'être avec les CUMA, ça m'a permis quand même de me rendre compte que le changement permanent d'animateur, ça devient vraiment quelque chose de presque douloureux pour les collectifs. Et du coup, je me suis à devoir toujours dire oui, bah effectivement, on travaille avec machin, on est en intercuma avec un tel, etc. Et que finalement, si en ayant une méthode assez simple, et parce que là, ce que j'essaie de faire, c'est de créer quelque chose qui sera assez simple pour les animateurs, quand on prend les postes, d'essayer d'extraire ces informations-là et d'avoir une carte avec voilà, cette CUMA, on sait qu'elle fonctionne avec celle-là, cette CUMA, elle est isolée, etc. Ça peut déjà permettre donner un outil pour transmettre ces connaissances et délester les agriculteurs de cette transmission permanente. Et puis l'autre chose, c'est aussi d'essayer de comprendre les stratégies de travail, en fait. Pourquoi il y a ces associations? Et comme je disais tout à l'heure, là, par exemple, avec cet exemple des tracteurs de Pau Lyonnais, et ben d'essayer de comprendre pourquoi ils fonctionnent ensemble. Et surtout, ça permet aussi, comme c'est un modèle qui est soutenu par les pouvoirs publics, très largement, et en Auvergne-Rhône-Alpes, pas mal encore aujourd'hui, même s'il y a eu des réductions, ça permet aussi de dire, voilà, il y a le même montant pour toutes les CUMA, ok? Mais en fait, elles n'ont pas les mêmes fonctions, il y a des CUMA qui sont en relation, donc c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, et peut-être qu'au niveau des aides, il y a des choses à repenser. Voilà. C'est un peu tout ça que j'essaye de faire. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un... Oui, Nicolas, allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Donc là, dans la présentation, tu décrivais pas mal à quoi ressemblaient les CUMA et leur fonctionnement. Du coup, sur la problématique que tu posais au début, c'était sur l'impact des changements climatiques. Comment aujourd'hui tu fais le lien par rapport à cette problématique? Enfin, comment ces apprentissages nouveaux que tu as fait sur les CUMA viennent répondre à ces transformations imposées par l'extérieur? Comme je le disais dans la présentation, il y a la question vraiment du rythme. Il y a le rythme qui est intensifié, les fenêtres qui se réduisent. C'est quelque chose d'ailleurs qui est déjà assimilé par ce qu'on désigne les nouvelles générations. Parce que j'ai eu l'occasion d'échanger l'année dernière avec des personnes en formation
en bac pro ou oui, bac pro, qui visait à s'installer très rapidement et qui avait déjà ce discours de dire de toute façon la CUMA c'est plus possible parce que les fenêtres de récolte sont trop courtes. Ils ont conscience de cette transformation du travail finalement et de dire que le matériel on va tous le réserver en même temps donc ça sera pas possible. Donc voilà, ils ont déjà intégré ce truc-là. Donc si tu veux, tu as déjà un frein qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. Et l'autre chose, j'ai perdu ma deuxième idée. Mince. Eh ben, je sais plus. Je suis désolée, Nicolas, on en rediscutera. Mais j'ai une autre chose à te dire et elle est partie. Je suis désolée. Ça me reviendra peut-être plus tard. Enfin, bon. On en rediscutera. Oui, parce que du coup, pour l'anecdote, Nicolas et Claire sont deux jeunes. Enfin, Claire, elle démarre un doctorat en ergonomie dans l'équipe et Nicolas est en train de construire son projet de thèse en ergonomie aussi, en agriculture. Afin de permettre à Blandine de retrouver son petit bout de pensée qu'elle a perdu, est-ce que quelqu'un veut poser une question qui va sûrement la ramener à sa première idée? Non? Mais je pense, moi, ce que ça m'évoque par rapport à ce que Nicolas dit, c'est du coup, quelle solution? Enfin, donc, tu as bien constaté le frein, mais il y a une réduction des fenêtres, le matériel, il est en quantité limitée. Mais dans ce cas-là, enfin. Ah oui, c'était ça mon comment idée. faire? Oui. Alors, du coup, fenêtre plus courte, mais le deuxième problème, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'en fait, alors ça c'est pas moi, mais je l'ai entendu et puis après j'ai été chercher des informations, c'est le conseiller fourrage. J'ai entendu une fois le conseiller fourrage du GE2E de Pôle-Lyonnais leur dire, mais vous savez, le problème, c'est pas le changement climatique en soi, parce que si le changement il était linéaire et qu'on allait vers quelque chose qui était tout le temps pareil, ben, on pourrait s'adapter en fait. Et puis on s'adapte une fois, puis c'est réglé. Sauf que là, le problème, c'est que les années ne se ressemblent pas. Donc, il va falloir être en capacité de faire différemment tout le temps. Comme je vous disais, je suis allée voir des CUMA parce qu'elles sont impactées par la sécheresse sur prairie. Manque de bol, l'année où j'y suis allée, en fait, ils avaient trop d'eau et c'était la catastrophe. Et cette année, ils ont encore des problèmes de sécheresse sur prairie. Donc voilà, c'est finalement comment on jongle. Et ce que permet le collectif, c'est que du coup, et ben, comme on est à plusieurs, on peut se permettre d'investir dans différents types de matériel, de disposer de compétences, de connaissances variées et de les mettre à profit les uns les autres et de travailler en bonne intelligence pour essayer de trouver j'aime pas ce terme-là, mais des solutions. Il faut qu'ils aient en fait leur boîte à outils, leur gamme de solutions. Les agronomes diraient leur itinéraire, je me fais engueuler par les agronomes que je connais, mais leur itinéraire technique. Il faut qu'ils aient le plus de variétés possible en fait, pour répondre à ces changements climatiques qui font que les années ne se ressemblent pas les unes aux autres, quoi. Voilà. C'était ça ma deuxième idée. Moi, j'ai une question peut-être un peu relative à ça. C'est dans ton propos, tu as parlé notamment de ceux qui sont prêts à prendre des risques, qui ont testé des trucs. Voilà, tu nous as quand même montré, bon, tant pis, on va utiliser un matériel qui n'est pas fait pour ça, qui n'a pas les bons couteaux, tant pis parce qu'on n'a pas d'autre solution. Est-ce que justement ça, dans le cas du collectif, le fait d'avoir des gens qui sont prêts à être plus disrupteurs, on va dire, est-ce que du coup, avec un petit peu foufou, est-ce que du coup ça peut aussi amener d'autres à se dire bon ben il y va, moi aussi, je prends mon risque. Complètement. C'est vraiment quelque chose qui est mis au pot commun. Enfin, qui fait partie pour moi des ressources immatérielles. C'est peut-être, c'est un peu galvaudé de parler de compétences, mais finalement il y a une compétence prise de risque qui du coup bénéficie au reste du collectif. Et puis d'ailleurs, si ça fonctionne pas, ils se partagent le problème. Mais oui, il y a ce truc de dire bon, allez, ok, voilà, on y va quoi. Et j'ai entendu plusieurs fois des agriculteurs plutôt c'est un peu, très très proche de la retraite, voire jeunes retraités, qui me disaient ah oui mais de toute façon s'il n'y avait pas machin, on n'aurait jamais fait ça, jamais. Donc, on n'aurait jamais créé le séchoir. Nicolas, pour la dernière question.
Moi, j'ai une question sur aujourd'hui dans ces structures CUMA, comment l'expérience, l'apprentissage, le retour d'expérience, comment cela vit, comment la mémoire se fait de la saison d'avant, la saison d'après, même si les circonstances sont pas la même. Mm. Ouais, comment il peut y avoir une capitalisation, ou en tout cas garder les traces, parce que peut-être la solution il y a 3 ans, quand il a beaucoup plu, ça Mm. sera une solution, enfin une solution, une réponse semblable qui pourrait être réalisée, mais si la mémoire elle disparaît, Mm. voilà, comment il se Mm. préoccupe de ça? Alors, de ce que j'ai vu par moi-même et de ce que enfin, en tout cas dans ce coin-là et de ce que je connais en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a très très peu de traces des connaissances, enfin, et tout est à mémoire d'humain en fait. D'où les problèmes de transmission. Le seul document écrit normalement qui est à jour, c'est le règlement intérieur. Et tout ça, enfin, tu peux avoir enfin, oui, la seule vraie trace écrite, c'est le règlement intérieur. Mais toutes les connaissances, la complexité de tous ces chantiers qui fonctionnent ensemble, etc., c'est tout à mémoire d'humain, quoi. Il n'y a pas de... D'où la question de, OK, aujourd'hui, ça fonctionne sur ces collectifs, entre guillemets, anciens, avec une confiance et une interconnaissance forte. Ils permettent de faire face au changement climatique. Comment on fait pour que ça perdure? Parce que c'est un vrai souci, en fait, dans le réseau CUMA. C'est le sujet par lequel je suis rentrée, finalement, c'est la pérennité des CUMA et des ressources des CUMA. Et du coup, bah, comment tu fais pour que ces collectifs restent une ressource face au changement climatique, alors que tu as une diversification des profils et que la transmission, elle se fait tout, c'est tout à mémoire d'humain et ils n'ont pas le temps. Et moi, ce qui me fait peur aussi, c'est mais parce que je suis peureuse de base, c'est les quiproquos. Tu vois, les malentendus qu'il va pouvoir y avoir aussi. Tu vois, des choses que machin, il n'aura pas fait correctement et du coup, mais sauf qu'en fait, c'est parce qu'il savait pas. Enfin, voilà. C'est un peu ce qui m'inquiète pour l'avenir, quoi. Mm. Adrienne, une toute dernière, puisqu'il est 13 h. Oui. Dernière question, ouais. C'est dans l'exemple que tu présentes sur les documents qui ont fonctionné ensemble sur Mm. le chantier de Foch. Est-ce que tous les agriculteurs étaient globalement satisfaits? J'ai pas réussi à apercevoir parce qu'il y en a certains du coup qui ont dû avoir des solutions de repli. Donc est-ce que toi c'est un exemple que tu juges, enfin je sais pas si c'est vraiment la question, mais comme assez fonctionnel sur lequel il y a des choses à apprendre ou justement un petit peu il y a des problèmes, ils n'ont pas vraiment su s'adapter. Comment tu juges la situation finalement en fait? Alors, dans l'instant T, ils étaient déçus. Ils étaient super déçus parce que si tu veux, ils ont quand même fait un investissement, je crois que c'est 1,2 million hein, le séchoir, pour sécher de l'herbe, avoir de l'herbe de qualité, donc de ne pas pouvoir rentrer leur première fauche. En plus, c'était la première année, donc ils étaient déçus. Donc forcément, dans l'instant, ils ont fait ce choix par détriment, ces choix. Quelques mois plus tard, parce que je les voyais sur d'autres sujets, et puis je leur ai reposé la question, j'ai mis du coup, ça a donné quoi? Parce que l'ensilage aussi, ils n'étaient pas sereins, hein, de se dire, on a fait des brins d'herbe trop longs, on ne sait pas ce que ça va donner, enfin voilà. Et en fait, ils étaient tous très contents. Il n'y a personne qui a eu besoin d'acheter derrière de la nourriture. Donc oui, dans l'instant, c'était un peu, ils n'étaient pas sereins du tout. Par contre, quelques mois plus tard, à la fin de l'année, ils étaient contents parce qu'ils n'avaient pas eu besoin d'acheter. Ok. Donc, globalement, finalement positif Mm, malgré perception mm, immédiate. ouais. Merci.